Il était une fois, et une fois il n'était pas, une jeune mère qui gisait sur son lit de mort, le visage aussi pâle que les roses de cire blanche dans la sacristie de l'église proche. Sa petite fille et son mari étaient assis au bout de son vieux lit de bois, et priaient Dieu qu'il la conduise en toute sécurité vers l'autre monde. La mère mourante appela Vassilissa, et la petite fille aux bottes rouges et au tablier blanc vint s'agenouiller auprès de sa mère. Voici pour toi une poupée, mon amour, murmura la mère. Du dessus de lit en laine, elle tira une poupée minuscule, vêtue comme Vassilissa de bottes rouges, d'un tablier blanc, d'une jupe noire et d'une veste brodée de fils de couleur. Ce sont mes dernières paroles, mon aimé, dit la mère. Si tu perds ton chemin ou si tu as besoin d'aide, demande ce que tu dois faire à cette poupée. Tu seras assisté. Garde toujours la poupée avec toi. N'en parle à personne. Nourris-la si elle a faim. Elle te vient de ma mère. C'est ma bénédiction, ma chère enfant. Sur ces mots, le souffle de la mère alla dans les profondeurs de son corps, chercher son âme, et lui fit franchir ses lèvres. Elle était morte. L'enfant et son père la pleurèrent très longtemps. Puis, tel un champ cruellement labouré par la guerre, dont reverdissent les sillons, la vie du père connut le renouveau. Il épousa une veuve avec 2 filles. La belle-mère et ses filles avaient beau parler poliment et sourire comme de nobles dames, leur sourire était celui d'un rongeur, et le père de Vassilissa ne s'en apercevait pas. Lorsque les 3 femmes étaient seules avec Vassilissa, elle la tourmentait, l'obligeait à les servir, l'envoyait couper du bois, jusqu'à ce que sa jolie peau en soit tout abîmée. Elle la haïssait car il y avait en elle une douceur qui appartenait à un autre monde. De plus, elle était très belle. Ses seins étaient épanouis, tandis que les leurs s'étiolaient. Elle se montrait serviable et ne se plaignait jamais, tandis que la marâtre et ses filles se comportaient entre elles comme font les rats, la nuit, parmi les immondices. Un jour, elles en eurent assez de Vassilissa. Faisons en sorte que le feu s'éteigne, puis envoyons Vassilissa dans la forêt, demander du feu pour notre foyer à Baba Yaga la sorcière. Quand elle sera devant la Yaga, la vieille la tuera et la mangera. Et elle de battre des mains et de couiner, exactement comme ces bêtes qui vivent dans l'obscurité. Ce soir-là, donc, lorsque Vassilissa rentra, après avoir ramassé du bois, la maison était plongée dans l'obscurité. Très ennuyée, Vassilissa demanda à sa belle-mère « Que s'est-il passé ? Comment allons-nous préparer le repas ? Avec quoi allons-nous nous éclairer ?» La marâtre la tança. « Petite idiote, tu vois bien que nous n'avons plus de feu, et je ne peux aller dans les bois parce que je suis vieille. Quant à mes filles, elles ne le peuvent pas parce qu'elles ont peur. Tu es donc la seule à être capable d'aller dans la forêt, trouver Baba Yaga et lui demander de la braise, afin que notre feu puisse repartir. » Très bien, répondit innocemment Vassilissa. C'est ce que je vais faire. Elle s'enfuit donc. Les bois s'assombrissaient, et sous ses pieds des brindilles craquaient, ce qui la remplissait de terreur. Elle plongea la main dans la poche de son tablier et trouva la poupée que lui avait donnée sa mère sur son lit de mort. Vassilissa tapotait la poupée dans la poche. « Rien que de toucher cette poupée, je me sens mieux, se dit-elle. À chaque bifurcation du chemin, Vassilissa mettait la main dans sa poche et consultait la poupée. « Dois-je aller à gauche ou dois-je aller à droite ?» La poupée indiquait oui ou non, ou bien par ici, ou encore par là. Vassilissa lui donna un peu de son pain et se laissa guider par ce qui émanait d'elle. Soudain, un homme, vêtu de blanc, monté sur un cheval blanc, passa au galop et le jour pointa. Un peu plus loin, un homme, vêtu de rouge, passa au petit trot et le soleil se leva. Vassilissa marcha encore et encore, et au moment où elle atteignait l'antre de Baba Yaga, arriva un cavalier vêtu de noir, monté sur un cheval noir, qui entra au petit trot dans la cabane. La nuit tomba. La barrière formée d'os et de crânes qui entourait la cabane se mit à flamboyer, éclairée par un feu intérieur, de sorte que là, dans la forêt, la clairière rougeoyait d'une lumière surnaturelle.
La Baba-Yaga était une créature absolument terrifiante. Elle se déplaçait non pas dans un chariot ou un carrosse, mais dans un chaudron en forme de mortier, qui avançait tout seul dans les airs. Elle dirigeait ce véhicule grâce à un aviron, semblable à un pilon, tout en balayant les traces de son passage, au moyen d'un balai fait avec des chevelures de mort. Et le chaudron fendait le ciel, les cheveux gras de Baba-Yaga volant au vent. Son long menton se recourbait vers le haut, son long nez se recourbait vers le bas, et ils se rencontraient au milieu. Elle avait un petit bout blanc et des verrues sur la peau à force de manipuler des crapauds. Ses doigts tachés de brun étaient épais, annelés comme un toit de tuiles et si incurvés qu'elle ne pouvait fermer le poing. La maison de Baba-Yaga était plus étrange encore. Elle était juchée sur d'immenses pattes de poulet jaune et se baladait toute seule, quand elle ne tournait pas sur elle-même comme un danseur en transe. Les poignées des portes et des volets étaient faites de doigts et d'orteils humains, et la serrure de la porte d'entrée était un groin aux nombreuses dents acérées. Vassilissa consulta sa poupée et demanda « Est-ce là la maison que nous cherchons ?» Et la poupée répondit à sa manière « Oui, c'est bien ce que tu cherches. » Avant que Vassilissa n'ait fait un pas de plus, Baba-Yaga fondit sur elle avec son chaudron en hurlant « Qu'est-ce que tu veux ?» La jeune fille trembla. « Grand-mère, je viens chercher du feu. Ma maison est toute froide. Les miens vont mourir. J'ai besoin de feu. » Baba-Yaga dit d'une voix cassante. « Ah oui, je te connais, et je connais les tiens. Eh bien, inutile enfant, tu as laissé le feu s'éteindre. C'est bien être mal avisé. Par-dessus le marché, pourquoi crois-tu que je vais te donner la flamme ?» Vassilissa consulta sa poupée et se hâta de répondre. « Parce que je te le demande. » Baba-Yaga ronronna. « Tu as de la chance, c'est la bonne réponse. » Et Vassilissa se sentit très chanceuse d'avoir fourni la bonne réponse. Baba-Yaga menaça. « Il m'est impossible de te donner du feu tant que tu n'as pas travaillé pour moi. Si tu accomplis ces tâches pour moi, tu auras le feu. Sinon… » Et Vassilissa vit les yeux de Baba-Yaga se changer en braise rougeoyante. « Sinon, mon enfant, tu mourras. » Baba-Yaga alla dans son antre en grommelant. Elle s'allongea sur son lit et demanda à Vassilissa de lui apporter ce qui mijotait dans le four. Dans le four, il y avait assez pour nourrir 10 personnes, et la Yaga mangea tout, ne laissant à Vassilissa qu'une minuscule croûte et un dé à coudre de potage. « Lave mes vêtements, balaye la cour, et nettoie la maison, prépare ma nourriture, sépare le froment attaqué par la rouille du bon blé, et veille à ce que tout soit en ordre. Je reviendrai bientôt pour vérifier ton travail. S'il n'est pas fait, tu me serviras de festin. » Là-dessus, Baba-Yaga s'envola sur son chaudron, et la nuit tomba de nouveau. Dès qu'elle eut disparu, Vassilissa se tourna vers la poupée. « Que dois-je faire ? Vais-je pouvoir accomplir ces tâches dans les temps ?» La poupée l'assura qu'elle le pourrait et lui dit de manger un peu et d'aller dormir. Vassilissa donna aussi un peu à manger à la poupée et s'endormit. Au matin, la poupée avait fait tout le travail. Il ne restait plus qu'à préparer le repas. Lorsque le soir, Baba-Yaga rentra, tout était terminé. Satisfaite en un sens et en un sens pas satisfaite du tout, parce qu'elle ne découvrait aucune faute, elle lança « Tu as beaucoup de chance, ma fille !» Elle appela alors ses fidèles servantes pour moudre le grain. 3 paires de mains apparurent dans les airs et se mirent à la tâche. La balle volait dans la maison comme une neige d'or. Lorsque ce fut fait, Baba-Yaga se mit à table. Elle mangea durant des heures et le lendemain ordonna à Vassilissa de nettoyer à nouveau la maison, de balayer la cour et de laver ses vêtements. La Yaga désigna un énorme monticule de terre dans la cour. Il y a là de nombreuses graines de pavot, des millions de graines de pavot. Je veux que demain matin, il y ait
une seule pile de graines de pavot et un monticule de terre, bien distincts l'un de l'autre, compris ? Vassilissa manqua de s'évanouir. Ciel, comment vais-je faire cela ? Elle glissa la main dans sa poche et la poupée murmura. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Cette nuit-là, Baba Yaga se mit à ronfler et Vassilissa essaya de trier les graines de pavot. Au bout d'un moment, la poupée lui dit « Va dormir, tout ira bien ». De nouveau, la poupée se mit au travail. Et quand la vieille femme revint à la maison, il ne restait plus rien à faire. « Bien, bien » s'exclama Baba Yaga d'une voix sarcastique. « Une chance que tu aies pu en venir à bout. » Elle appela ses fidèles servantes pour qu'elles pressent les graines de pavot et en extraient l'huile. À nouveau, 3 paires de mains firent leur apparition et se mirent au travail. Cependant que Baba Yaga se barbouillait les lèvres de graisse en mangeant son ragoût, Vassilissa se tenait loin d'elle. « Eh bien, que regardes-tu ainsi » aboya Baba Yaga. « Puis-je vous poser quelques questions, grand-mère ?»« Pose, » répondit Baba Yaga. « Mais rappelle-toi, en savoir trop peut faire vieillir prématurément. » Vassilissa interrogea Baba Yaga sur l'homme blanc, sur son cheval blanc. « Ah, dit Baba Yaga d'une voix chaleureuse, celui-ci, le premier, c'est mon jour. Et l'homme rouge sur le cheval rouge, ah, c'est mon soleil levant. Et l'homme noir sur le cheval noir, ah oui, c'est le 3e, c'est ma nuit. Je vois, dit Vassilissa. Continue, continue, mon enfant, susurra la Yaga. Vassilissa allait l'interroger sur les paires de mains qui apparaissaient et disparaissaient, mais la poupée se mit à s'agiter dans sa poche. Au lieu de quoi, Vassilissa dit alors « Non, grand-mère, comme vous le dites, en savoir trop peut faire vieillir prématurément. »« Ah, fit la Yaga, en penchant la tête tel un oiseau. Tu es bien sage pour ton âge, ma fille. Et comment en es-tu arrivée là ? » Grâce à la bénédiction de ma mère. La bénédiction, grinça Baba Yaga. La bénédiction, nous n'avons pas besoin de bénédiction dans cette maison. Tu ferais mieux de filer, mon enfant. Elle poussa Vassilia dehors dans la nuit. Je vais te dire, ma fille. Tiens, Baba Yaga prit à sa barrière un crâne aux yeux ardents et le plaça sur un bâton. Tiens, emporte ce crâne chez toi au bout d'un bâton. Voilà, c'est ton feu. Ne prononce pas un mot de plus, file. Vassilissa commença à remercier la Yaga, mais la poupée se mit à s'agiter dans sa poche. Et Vassilissa se rendit compte qu'elle devait prendre le crâne et s'en aller. Elle courut jusque chez elle, à travers la forêt obscure, suivant les méandres du chemin selon les indications de la poupée. Vassilissa traversait la forêt, portant le crâne avec le feu qui jaillissait des trous à l'endroit de ses oreilles, et de ses yeux, de son nez et de sa bouche. Soudain, elle eut peur de son poids et de sa lumière surnaturelle, et eut envie de le jeter au loin. Mais le crâne lui adressa la parole et lui enjoignit de se calmer et de continuer à marcher vers la demeure de sa belle-mère et de ses filles, ce qu'elle fit. Tandis que Vassilissa approchait de la maison, la belle-mère et ses filles se mirent à la fenêtre et virent une étrange lumière qui dansait dans le bois et approchait de plus en plus. Elles ne parvenaient pas à s'imaginer ce que c'était. Elles avaient décidé, à la suite de la longue absence de Vassilissa, que celle-ci était morte maintenant, que les animaux avaient éparpillé ses os et bon débarras. Vassilissa se rapprochait de plus en plus. Lorsque la belle-mère et ses filles la virent, elles se précipitèrent sur elle, disant qu'elles étaient demeurées sans feu depuis son départ et qu'elles avaient eu beau tout faire pour essayer d'en allumer un, il s'éteignait toujours. Vassilissa entra dans la maison avec un sentiment de triomphe, car elle avait survécu à son dangereux voyage et rapporté le feu. Mais le crâne fixa son regard incandescent sur la marâtre et ses filles, et ne les quitta pas des yeux, si bien qu'au matin,
il avait réduit le cruel trio en cendres.